Tu vois ce mec dans Squid Game? Le frontman, le masque noir, la voix qui commande tout. Le mec, il est froid, il est silencieux, il est précis. Et Netflix l'a pas choisi par hasard. Ce mec-là, c'est Lee Byung-hun, une légende en Corée du Sud. L'un des premiers à avoir traversé les frontières du cinéma asiatique pour percer à Hollywood. Le mec, il a joué des gangsters, des espions. Il a tout retourné sur son passage, même en un seul regard. Mais derrière cette carrière en béton, il y a eu un moment. Un moment où il aurait pu tout perdre. Pas à cause d'un rôle, pas à cause d'un mauvais choix de film, mais à cause d'une vidéo. Une vidéo qu'il n'a pas vu venir. Enregistrée d'ailleurs sans qu'il le sache. Et envoyée avec un message simple, soit tu payes, soit tout le monde la verra. C'est l'histoire de deux jeunes femmes qui ont élaboré un plan bien huilé. Et un acteur pris au piège. Cette histoire, elle a fait la une en Corée du Sud. Elle a secoué tout l'écosystème médiatique et elle aurait clairement pu détruire ce qu'il avait mis plus de 20 ans à construire. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est tout reprendre depuis le début. Comprendre comment Lee Byung-hun est devenu ce monument du cinéma coréen. Revoir ses rôles cultes, son arrivée à Hollywood et plonger dans cette affaire. On va analyser comment un homme qu'on pensait intouchable a dû faire face à l'humiliation publique, aux tribunaux, aux médias, à sa propre image qui vacille. Voici l'histoire de Lee Byung-hun et de l'un des pièges les plus brutaux que la célébrité lui ait tendus. Et désolé pour la chemise, je reviens de Bali. Alors avant qu'il soit le frontman, vous savez, avant Hollywood, avant les tapis rouges, il y avait un gamin, né dans la ville de Songnam, qui est en banlieue de Séoul, en 1970. Alors c'est pas un enfant de star, c'est pas un fils de producteur, c'est vraiment le gamin comme les autres. Mais avec un petit truc en plus, il voulait briller, un peu comme Yoo Ha-in. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs cette vidéo sur l'acteur, je vous invite à la regarder, elle est dans le petit. Mais lui, il voulait pas forcément briller au cinéma, voilà. Il voulait juste faire quelque chose d'important dans sa vie. Dis-toi qu'à la base, il voulait être journaliste. Ça me fait rire parce que moi aussi, quand j'étais jeune, je voulais être journaliste. Et quand je vois ce qu'est devenu le journalisme en France, je suis tellement content de ne pas m'être redirigé vers ce choix de carrière. Ah, je vous assure, j'ai même fait une école de journalisme, j'ai fait un master là-bas, enfin bon, c'était horrible. Je ne souhaite pas en parler. Mais lui, voilà, c'était ça, c'était son plan. Il entre à l'université Hanyang, qui est l'une des plus prestigieuses de Corée du Sud. Et pour étudier quoi ? La littérature française. Non, t'as bien entendu, la littérature française. Mon rêve dans la vie, c'est d'avoir une conversation en français avec Lee Byung-hun, je vous le dis. Mais pendant ses études, un concours de circonstances lui ouvre une autre voie. Sa sœur, qui bosse dans une agence de pub, eh bien, elle l'inscrit dans un casting sans lui dire. Et là, surprise, eh bien, il est pris. Premier contrat, premier tournage, et le virus commence à prendre. Il se rend compte qu'il aime ça, qu'il est à l'aise sur les tournages, qu'il peut en fait incarner quelqu'un d'autre. Et ça lui plaît. Petit à petit, ce type discret devient une présence qu'on n'oublie pas. Et dans les années 90, eh bien, c'est le début de l'explosion des dramas en Corée du Sud. Les dramas du soir, les romances, les tragédies, les grandes déclarations sur fond de musique au piano. Voilà, Lee Byung-hun s'y impose très vite. Et en 1995, il explose dans la série Asphalt My Hometown, puis dans Beautiful My Lady. Il devient l'un des visages qu'on voit partout, sur les affiches, les télés, les magazines, le genre d'acteur dont les Coréennes tombent amoureuses et que les producteurs s'arrachaient. Mais c'est pas juste un beau gosse de l'époque, il veut faire du cinéma, du vrai cinéma. Et en 2000, eh bien, il va franchir le cap. Cette année-là, il tourne dans un film qui va tout changer pour lui. Un certain Joint Security Area, réalisé par un certain Park Chan-wook. Oui, celui-là même qui fera plus tard le mythique Old Boy. Le film se passe à la frontière entre les deux Corées. C'est l'histoire de deux soldats, de deux ennemis et d'une vérité qui dérange. Et Lee Byung-hun est magistral dedans. Le public le découvre dans un rôle plus sombre, plus intense et beaucoup plus humain. Le film, c'est un carton absolu. C'est même à ce moment-là le plus gros succès de l'histoire du cinéma coréen. Et à partir de là, eh bien, tout s'enchaîne pour lui. Les rôles deviennent plus complexes, plus ambigus. Il n'est plus juste, si tu veux, l'idole de drama. Il devient véritablement un acteur qu'on prend au sérieux. Et pourtant, ça, c'est que le début. Parce que ce que Lee Byung-hun veut vraiment, c'est encore aller bien plus haut. Et ça commence avec un flingue, une veste noire et un regard qui tue. « 2005. Lee Byung-hun tourne un film noir, violent, esthétique, qui va marquer toute une génération. Son titre, A Bittersweet Life. Et crois-moi, si t'aimes les films coréens, les thrillers coréens bien stylisés, c'est un classique à voir absolument. Il y joue Sun-woo, bras droit d'un chef de gang. C'est un gars froid, méticuleux et loyal. Le genre de mec qui fait le sale boulot sans poser de questions.
Sauf qu'un jour, on lui demande de surveiller la petite amie du boss. Et là, t'as compris, tout bascule. Parce qu'au lieu de dénoncer ce qu'il découvre, il choisit de se taire. Juste un petit geste, une hésitation, une faiblesse, et tout l'Empire s'effondre sur lui. Le film, c'est une descente aux enfers à lui tout seul. Il y a de la violence partout, mais c'est un balai de violence maîtrisé. Le truc, c'est vraiment, allez le voir. Lee Byung-hun dedans, vraiment, il est magistral. Il explose tout à l'écran. Quand tu le vois dans ce film, tu oublies en fait l'image des dramas qu'il pouvait avoir à l'époque dans les années 90. On voit un acteur qui incarne la solitude, la rage froide, le désespoir. Il y a des plans silencieux où il dit plus en un regard que d'autres en 3 pages de script. Le film est présenté hors compétition à Cannes et la critique internationale le remarque. Et dans ce milieu, on commence à dire « Ah, ce mec, il a quelque chose ». Il rafle des prix d'interprétation en Corée, il devient culte et surtout, il fait un pas de plus vers Hollywood. Et à ce moment-là, Lee Byung-hun a tout. Le talent, le charisme, la reconnaissance locale et une aura qui commence à dépasser les frontières. Alors, il tente le saut. Et en 2009, il enfile un costume qui va changer sa carrière à l'international. Un costume blanc, des lames rétractables et un nom, Storm Shadow. En Corée, Lee Byung-hun, c'est déjà une star. Il peut choisir ses rôles, il enchaîne les succès. Le mec, dès qu'il joue dans un film, c'est une explosion le truc. Mais voilà, il veut pas se contenter que de ça, il en veut plus. Il veut jouer dans la cour des grands, là où les budgets explosent. Là où t'as des cascades en hélicoptère, où t'as des explosions ralenties, et surtout des affiches mondiales. Et cette porte, elle s'ouvre pour lui en 2009, avec un film que personne n'avait vu venir, G.I. Joe, le réveil du cobra. Oui, on parle bien de cette franchise américaine inspirée de jouets. Alors c'est sûr, c'est pas un chef-d'œuvre du 7e art, mais voilà, ça pèse quand même lourd. Et surtout, ça permet à Lee Byung-hun d'entrer dans un univers ultra exposé. Il y joue Storm Shadow, le ninja blanc, l'ennemi juré de Snake Eyes. C'est un rôle muet, stylisé et acrobatique. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais il y a beaucoup de présence, donc autant te dire que c'est parfait pour lui. Ça, il sait faire. Les scènes d'action sont spectaculaires. Le film, lui, il divise, parce que c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais en tout cas, lui, Lee Byung-hun, il crève l'écran. C'est vraiment le meilleur acteur du film. Et Hollywood s'en souvient. Résultat, il est rappelé pour la suite G.I. Joe Conspiration en 2013, et entre les deux, il aligne d'autres grosses productions américaines. Le mec, il a joué dans Red 2 avec Bruce Willis et John Malkovich, Terminator Genesis, où il reprend le rôle du T-1000 face à Schwarzy, puis Les 7 mercenaires avec Denzel Washington, Ethan Hawke et Chris Pratt. Rien que ça, quoi. À chaque fois, il est casté pour jouer des personnages physiques, mystérieux, voire dangereux. Des rôles où l'intensité passe par le corps, le regard, le contrôle. Et le mec, il assure dans ça, c'est clairement sa zone. Il devient l'un des acteurs asiatiques à vraiment s'imposer dans les grandes machines hollywoodiennes sans passer par les stéréotypes. En 2012, il laisse même ses empreintes à Hollywood Boulevard, aux côtés de Han Song-ki. C'est symbolique. 2 Coréens qui gravent leur nom là où les légendes américaines ont laissé leurs traces. Puis en 2016, il est invité à remettre un Oscar. Pas en tant que figurant ou guest, non, en tant que visage du cinéma coréen à l'international. Mais voilà, même quand tu as réussi à conquérir Hollywood, même quand tout roule pour toi, la vie te réserve parfois une claque que t'as pas vu venir. Et pour Lee Byung-hun, cette claque, elle arrive en 2014. Pas sur un tournage, mais dans son salon, quand on lui envoie une vidéo qu'il n'aurait jamais dû voir. Une vidéo dans laquelle, il est aussi le personnage principal, mais pas celui qu'il aurait aimé être. Et juste avant qu'on rentre dans le cœur de ce scandale, je voulais prendre un instant pour te remercier. Si tu regardes toutes mes vidéos, si tu es là à chaque sortie, sache que je le vois. Et ça me motive de ouf. Et en ce moment, je suis sûr que tu l'as remarqué, j'envoie pas mal de contenu, des contenus plus longs, plus profonds, beaucoup plus d'analyse, parce que tout simplement, j'ai envie que chaque vidéo que tu regardes sur ma chaîne, vaille ton temps. Alors si tu veux me filer un coup de main pour continuer à faire tout ça, et surtout pour m'aider à sortir des formats documentaires bien plus longs que je suis en train de préparer en coulisses, tu peux clairement rejoindre mon Patreon. Autant te dire que c'est ce qui finance aujourd'hui cette chaîne, la deuxième que je suis en train de préparer, qui va être essentiellement sur le true crime, le rythme de production, bref, ça finance absolument tout. Faut savoir que j'ai aucun sponsor, je fais pas de placement de produit, j'ai pas d'équipe derrière moi. Tout ça, tout ce que tu vois, c'est juste toi, moi et mon travail de production. Donc si tu as envie de m'aider concrètement, tu as le lien juste en description. Et t'inquiète pas, même si tu peux pas, quoi qu'il arrive, merci d'être là. Vraiment, merci du fond du cœur.
Nous sommes en septembre 2014. Lee Byung-hun est au sommet. Il sort d'un film à succès, il est reconnu dans son pays, respecté à l'international. Le mec, il est marié à l'actrice Lee Min-jun, qui est enceinte de son premier enfant. Bref, tout a l'air absolument parfait pour lui. Et puis un jour, il reçoit un message. Une vidéo filmée à son insu. Cette vidéo le montre lui, chez lui, en train de discuter. Alors, rien d'illégal en soi, mais des propos personnels, ambigus, voire un peu salaces. Suffisant, si tu veux, pour l'exposer publiquement si tout ça s'est sorti de son contexte. Derrière cette vidéo, il y a 2 noms. Dae, membre du groupe Glam, et Lee Ji-yeon, une jeune mannequin. Et elle lui demande la modique somme d'environ 4 millions d'euros pour garder la vidéo secrète. Alors ce n'est pas un simple coup monté, c'est clairement une tentative d'extorsion, organisée, pensée, préparée. Et ce qui choque, c'est le sang-froid avec lequel elles orchestrent tout ça. Et le fait que Lee Byung-hun n'a jamais cédé. Il va voir son agence, puis la police. Il décide de tout exposer, de porter plainte et de les confronter. En quelques heures, l'affaire éclate dans les médias. La Corée entière en parle. Moi, je m'en rappelle, c'était ma première année en Corée du Sud. On me parlait que de ça. Il n'y a pas un site d'info, pas un JT, pas une émission People qui ne relaie pas le scandale. Dae et Lee Ji-yeon sont arrêtés. Les preuves sont là. Des conversations enregistrées, des transferts de fichiers, des menaces claires. Le procès commence quelques semaines plus tard. Et là, c'est l'enfer médiatique. Parce qu'on est en Corée, les gars. Et en Corée, la vie des stars, tu commences à le comprendre, c'est pas vraiment sacré. On commente leurs SMS, on analyse leur langage corporel au tribunal, on dissèque leurs relations, leurs fréquentations, leurs habitudes, on compte et limite leur nombre de poils de cul, je vous le dis. On accuse alors Lee Byung-hun d'avoir été imprudent, d'avoir côtoyé ces 2 femmes. Certains insinuent qu'ils auraient eu une liaison, d'autres disent que c'est juste une soirée entre amis. Il admet avoir eu un comportement léger, déplacé, et il présente publiquement ses excuses à sa femme, enceinte, pour l'avoir mise dans cette situation. Et elle, malgré tout, reste à ses côtés. Et c'est une période assez brutale parce que la presse s'en donne à cœur joie. Il existe 2 camps, clairement, certains qui le soutiennent et d'autres qui le jugent coupable de mauvais goût. Moi, pour rappel, je me rappelle vraiment qu'à l'époque, c'était plus le mauvais goût. Vraiment, c'était quelque chose de « Wow, mais cet acteur dégueulasse, mais regardez, il trompe sa femme, etc. » Tu vois, c'était vraiment que des trucs comme ça que j'entendais à l'époque. Mais dans les faits, il reste la victime. Alors le tribunal condamne Dae à 1 an de prison et Lee Ji-yeon, considérée comme la meneuse, elle prend 14 mois ferme. Et vous allez voir que Lee Byung-hun, dans un geste qu'on pourrait qualifier d'inattendu, il dépose une lettre de clémence auprès du juge. Il ne veut pas, je cite, ruiner leur vie. Alors, il leur pardonne publiquement. Pas pour faire bien, juste parce qu'il veut passer à autre chose. Et ce genre d'affaires en Corée, ça laisse des traces. Crois-moi que beaucoup de carrières ne s'en relèvent pas. Vous avez vu nombreuses de mes vidéos, nombre de cancels qu'il y a eu, crois-moi, c'est même pour moins que ça. Mais lui, voilà, il s'est fait discret pendant quelques mois, puis il disparaît des écrans. Mais ce silence, c'était pas une fuite, c'était une reconstruction. Et quand il revient plus fort, plus solide, et bien plus aiguisé. Alors beaucoup d'acteurs, après un tel scandale, et surtout au niveau de Lee Byung-hun, c'est une star le gars, vous avez même pas idée quoi. Bien beaucoup d'acteurs de cette ampleur, après un tel scandale, normalement restent à terre. En Corée du Sud, c'est comme ça. En Corée, l'opinion publique, elle est violente, elle l'oublie rarement, et elle pardonne encore moins. Mais lui, Lee Byung-hun, il revient. Pas avec des excuses, mais avec des rôles. Et pas n'importe lesquels. Fin 2015, il tourne dans Inside Man, un thriller politique sec, brutal, corrosif. Il y joue Han Sang-gu, un ex-homme de main déchue qui a été trahi, mutilé et qui revient pour se venger. Alors c'est un personnage assez salé, assez blessé, le mec complètement sans filtre, que moi personnellement j'adore. Et c'est peut-être l'un de ses rôles les plus puissants. Le film est un véritable carton, il explose le box-office coréen, et il devient le film le plus rentable de l'histoire du cinéma sud-coréen à ce moment-là. Et Lee Byung-hun rafle tous les prix. Meilleur acteur aux Blue Dragons Awards, au Baeksang, au Grand Bell. Le mec, il ne revient pas comme avant, il revient encore plus haut qu'avant. 2 ans plus tard, il enchaîne avec un tout autre registre. Une fresque historique, romantique, épique. Vous le connaissez certainement, le drama Mr. Sunshine sur TVN. Il y incarne un Coréen qui a fui vers les États-Unis étant enfant et qui revient au pays en soldat américain. Et tout ça dans une période époque coloniale. Franchement, c'est une série magnifique.
Les réalisations cinématographiques absolument époustouflantes. En plus, il y a mon poteau Fabien qui joue dedans. Coucou à toi. C'est un rôle taillé pour lui. Le mec, il est silencieux, torturé, noble. Un véritable succès phénoménal. La série, elle est diffusée sur Netflix, alors forcément, elle explose à l'international. À ce stade-là, le mec, il a tout reconquis. Le public local, l'estime des critiques et même l'audience mondiale. Et là, arrive 2021. Squid Game. Personne ne s'attend à ce que ce truc devienne le phénomène mondial qu'on connaît. Au fait, si tu as envie que je te prépare d'ailleurs une vidéo où je t'explique toute la galère derrière la réalisation de Squid Game, parce que crois-moi, ce truc c'était très loin d'être un succès annoncé, eh bien, fais-le moi savoir en commentaire. L'histoire du créateur, elle est dingue. Et je pense sincèrement que ça vaut le détour. Donc bref, comme je disais, une série vraiment inconnue au bataillon avec un pauvre budget Netflix de rien du tout. Et pourtant, eh bien, en fin de saison 1, un masque tombe. Le frontman apparaît. Et c'est lui. C'est putain de lui. Lee Byung-hun. Froid, immobile, impassible. Il dit à peine quelques lignes. Et on ne voit plus que lui. Je te jure, quand je l'ai vu derrière son masque à la fin de la saison 1, j'étais comme ça, comme de Leonardo DiCaprio, tu sais, dans... J'étais en folie. En folie. Le mec, c'est un symbole, en fait. Le choix de ce visage-là pour ce rôle-là, c'est pas anodin. C'est, je sais pas, c'est l'autorité, le contrôle, le pouvoir opaque. Grâce à ce petit rôle, parce que c'est vrai qu'en saison 1, forcément, il n'y a que cette scène-là qu'il a jouée, eh bien, il marque les esprits d'une nouvelle génération qui ne l'avait jamais vu ailleurs. Combien de personnes ont découvert Lee Byung-hun via Squid Game, ne connaissaient absolument pas tous les dramas que je vous ai cités auparavant. Le mec devient le visage du système dans la série. Et dans la réalité, il redevient ce qu'il a toujours été, incontournable. Et ce retour, il est rare. Il n'est pas basé sur des excuses publiques ou des stratégies de communication. Non. Il est basé uniquement sur le talent brut. Le mec, il pose ses couilles sur la table, il dit voilà, moi je suis Lee Byung-hun, les gars, qui me prend au poker. Il est basé sur une capacité à incarner, à faire oublier, à imposer. Il y a très peu d'acteurs en Corée qui ont cette longévité-là. Et encore moins avec autant de coups durs sur le parcours. Et la suite, eh bien, elle ne fait que commencer pour lui. Tu l'as compris, Lee Byung-hun, c'est pas juste un acteur. Le mec, c'est un survivant, mais c'est aussi un putain de pilier, quoi. Il a connu les débuts modestes, les séries télé kitsch des années 90, les blockbusters coréens qui changent une industrie. Il a traversé les océans pour jouer à Hollywood, et il est revenu pour devenir un monument du cinéma local. Il aurait pu s'arrêter 1000 fois, il aurait pu se brûler, être effacé, être remplacé, mais à chaque étape, il a su réapparaître là où on ne l'attendait plus. Par un rôle, un regard, une scène. Le scandale de 2014, il aurait clairement pu détruire sa carrière à tout jamais. Et d'ailleurs, en Corée du Sud, ça aurait dû. C'est limite devenu une anomalie. Pourquoi ça n'a pas arrêté sa carrière? Mais il l'a affronté. Il a assumé sans chercher à fuir, sans jouer la victime, sans faire diversion. Il a continué à bosser, à livrer, à convaincre. Et aujourd'hui, on ne parle plus de cette affaire. On parle essentiellement de ses rôles, de ses performances, de ce qu'il incarne, à savoir la maîtrise, la prestance, la résilience. Je peux vous garantir que la manière dont on parlait de Lee Byung-hun en 2014, ça n'a rien à voir à aujourd'hui. Parce que oui, aujourd'hui, Lee Byung-hun, les gens le connaissent parce que c'est le frontman, c'est le putain de frontman dans Squid Game. Mais aussi, c'est le symbole d'un truc rare. Un acteur qui traverse les tempêtes sans jamais lâcher l'écran. Et tant qu'il est là, eh bien, t'auras toujours une raison de rester jusqu'à la fin du film. Et toi, dis-moi franchement, qu'est-ce que t'en penses de Lee Byung-hun? Est-ce qu'il y a, je sais pas, un de ces rôles qui t'a vraiment marqué? Cette histoire de chantage que je t'ai parlé là, en 2014, est-ce que tu la connaissais déjà ou tu viens de la découvrir grâce à cette vidéo? Raconte-moi tout ça en commentaire, je lis chacun de vos messages. Si t'as kiffé ce format et que t'en veux d'autres de ce même genre, à savoir des analyses longues avec de vraies histoires derrière les masques, eh bien, pense à t'abonner. Et pour celles et ceux qui veulent soutenir plus concrètement toutes les chaînes que je suis en train de lancer, à savoir la chaîne Nicolas et la prochaine chaîne qui va arriver, qui va concerner le True Crime, eh bien le lien du Patreon est en description. Merci infiniment à tous les contributeurs. Et surtout, merci d'avoir été là jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.